voyez, il y a marqué PharmD, PhD, donc je suis pharmacien à la base, doctorat en sciences après. Je fais beaucoup de cardiologie. Je vous raconterai une histoire de cardiologie qui vous montre combien c'est difficile d'arriver à innover dans un processus industriel, histoire qui vient de l'académique. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, c'est historique. Donc ça remettra un peu en image les durées nécessaires pour apporter une innovation. Et je vais essayer de vous présenter d'une façon très générale, puisque je ne suis pas du tout dans un laboratoire depuis de nombreuses années. Je suis au niveau de la direction de la R&D des laboratoires Servier. Donc je ne suis pas assez dans le quotidien des laboratoires pour être spécifique, je dirais. Mais je vais vous raconter un petit peu quels sont, selon moi, les facteurs de succès pour arriver à avancer dans un processus de drug discovery, dans la découverte de médicaments. Et on pourra revenir sur des points, si vous le souhaitez, au moment de la discussion. Vous connaissez certainement tous ce processus, ce qu'a présenté Jacques tout à l'heure, qui va d'une idée, d'une hypothèse, jusqu'à un traitement. On sait que pour réussir à faire ce suivi, étape par étape, très industriel, on a beaucoup de goulots d'étranglement. Et c'est ce dont Jacques parlait, ce qui augmente le coût à chaque fois d'arriver à démontrer une hypothèse. Ces goulots d'étranglement, c'est comment on peut être prédictif d'un point de vue pharmacologue, d'un point de vue de la pharmacologie, de la toxicologie, comment on peut avoir accès à ce dont on a besoin pour pouvoir tester des hypothèses, c'est-à-dire accès à des patients, accès à une population de malades, comment on peut valider des marqueurs d'efficacité, de sécurité, comment on mesure le risque. Et on sait qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre le risque avant l'efficacité. Donc, on diminue la chance d'obtenir une innovation. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Donc, voilà ce que tout le monde connaît. Donc, je ne rentrerai pas sur ces détails-là, parce que ça, vous le trouverez partout. En revanche, comme je vous l'ai dit, je vous ai promis une histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire qui est celle qui est assez ancienne maintenant, qui est celle du traitement de l'insuffisance cardiaque, un petit peu de cardiologie, et comment on peut, à partir d'une hypothèse, arriver à un médicament, une solution thérapeutique. Cette histoire, elle est vraie. Elle a commencé au milieu des années 70 par des études qui sont aujourd'hui impossibles. Ces études ont été faites dans un hôpital par l'équipe de Wachstein, où il a administré à des patients des produits bêta-bloquants. En 1975, en faculté de médecine, si vous proposiez d'utiliser un bêta-bloqueur chez des insuffisants cardiaques, vous étiez sûr d'être recalé et de recommencer vos études. C'était une contre-indication. C'était impossible. Au contraire, on stimulait le cœur. On mettait de la dopamine, on mettait des tas de trucs pour stimuler le cœur, donc pour activer les récepteurs bêta. Wachstein, il a utilisé 6 ou 7 patients pour faire son expérience. Pourquoi aujourd'hui c'est impossible? Parce qu'on ne peut plus le faire, on n'a pas le droit à ça. Il faut déposer un dossier, déposer, etc., etc. Donc là, c'est le genre de manip impossible. Et ce qu'il a observé, c'est qu'au bout de quelques mois, on a une amélioration de la fonction. Donc c'est un point de départ. Point de départ directement au lit du malade, d'une expérience, on peut dire d'un laboratoire académique, et qui a conduit en plusieurs années à convaincre, confirmer, démontrer. Moi, j'ai eu la chance de participer à cette aventure, puisque j'ai fait dans l'entreprise où j'étais, vous voyez, quelques années après quand même, les études qui ont permis de développer un bêta-bloqueur dans l'insuffisance cardiaque, à partir du moment où on a les éléments qu'il faut, les éléments de preuve suffisants pour motiver non seulement un management, mais motiver une agence, là on va vite. Et vous voyez qu'entre les manips réalisés au début des années 90 et l'autorisation par la FDA du produit en tant que traitement, là il a fallu entre 5 et 6 ans. Donc quand on a ce qu'il faut, ça va très vite.
mais rassurez-vous, c'est rare. L'hypothèse de départ, c'était de se dire, avec un bêta-bloqueur, on va ralentir la fréquence cardiaque. Le point rapide, c'est d'utiliser ce qu'ils avaient fait dans leur expérience et de mettre un bêta-bloqueur. Ce n'est pas la fréquence cardiaque pure. Si on continue l'hypothèse et que l'on veut tester cette idée, et en ayant un produit qui ralentit spécifiquement la fréquence cardiaque, il faut encore quelques années, puisque l'ivabradine a eu l'agrément, l'autorisation pour le traitement de l'insuffisance cardiaque qu'au début des années 2010. Donc il y a très peu de temps. Donc vous voyez le temps qu'il faut. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'entre une idée et une concrétisation, ce n'est pas quelques années, hein, c'est 2, 3 décennies qui sont nécessaires. Non seulement parce qu'il faut apporter les éléments de preuve, mais parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs, c'est ce que mentionnait Jacques. On sait qu'on a un grand nombre de difficultés à passer, parmi lesquelles il est nécessaire de convaincre ceux qui utiliseront cette innovation, de convaincre des prescripteurs, de convaincre maintenant des patients, de convaincre des autorités pour arriver à apporter une innovation. Donc quand on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on apporte la méthode qui a été utilisée, qui est résumée dans l'article que mentionnait Jacques, que j'ai une tendance à comparer à une façon d'apprendre à jouer au tennis. Je ne sais pas si vous avez appris à jouer au tennis. Moi, quand j'étais gamin, j'ai essayé d'apprendre. On vous met en face de vous une machine, elle crache des balles, et puis après, de temps en temps, il y en a une qui passe le filet. La Drug Discovery, pendant des années, c'est un peu ça. On vous met en face de vous, une machine crache des cibles, elle crache des molécules, et de temps en temps, il y en a une qui arrive au bout. Voilà. Bon, ça, je dirais, c'est pas très efficient. On peut essayer de faire mieux. Donc moi, je vais vous proposer 4 idées simples que je considère un peu comme des facteurs clés de succès pour essayer d'améliorer tout ce processus. Vous voyez, c'est très simple, hein, c'est basique. Tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, on y pense ». Après, il faut les mettre en œuvre. La première idée, c'est de se baser sur les gens, de se baser sur la façon qu'ont les chercheurs, les scientifiques, les médecins de travailler ensemble. Pendant très longtemps, on a utilisé une façon très hiérarchique de raisonner, très structurée. Et aujourd'hui, on sait que l'organisation d'un raisonnement, il est beaucoup plus de cette méthode-là. Ça change complètement la façon de gérer, la façon de manager une équipe. Autrefois, c'était simple. Il y avait un patron, un board, un responsable qui disséminait des activités, etc., etc., etc. On reportait, on avançait étape par étape. Une façon très, très industrielle de procéder. Aujourd'hui, on sait que toutes les découvertes sont faites en réseau, tous les fonctionnements doivent être faits en réseau. Donc, dans le sein d'une entreprise, il faut accepter ce fonctionnement en réseau, qui est différent d'un fonctionnement très classique. Et il faut permettre à chacun d'avoir des qualités supérieures à ce que l'on demande à des scientifiques, comme par exemple de la générosité, si on ose le dire. On demande aux gens d'être généreux, de passer du temps sur les projets des autres, de passer du temps à s'intéresser à ce qui fera le succès de ses collaborateurs et des autres, d'où le travail en commun, ensemble. Donc cet élément est différent par rapport à des structures, je sais un peu ce qu'il en est, très hiérarchisées. Donc ça, c'est le premier point. Je fais des 15 minutes, je vais aller assez rapidement. Le deuxième facteur de succès, c'est de générer des hypothèses. D'essayer de ne pas aller au hasard. Je sais que le séquençage du génome dans les années 90, c'était extraordinaire, on s'est bien amusé, mais ça n'a pas généré tout ce que l'on aurait pu imaginer. Donc il faut générer des hypothèses en essayant de changer ce qui est fait. Aujourd'hui, on a tendance à aller toujours dans les mêmes sillons. La façon dont on est organisé est de faire à peu près toujours la même chose. Même d'un point de vue académique, on est reviewé par ses pairs. Donc on a des difficultés à faire passer des idées franchement innovantes. Au contraire, il faut essayer d'aller au contraire de ça, d'aller à l'opposé
de ces activités. Dans l'industrie, on regarde tout ce qu'il faut pour minimiser les risques. Donc, pour s'assurer que ce qui est fait est proche de ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas comme ça qu'on va apporter une innovation. En revanche, on va faire ce qu'on appelle du me too, du me better, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce qui apporte une innovation majeure. Donc pour ça, il faut essayer de faire les choses différemment. Il faut avoir de nouveaux challenges, observer les patients. Pourquoi il faut commencer par observer les patients? Et si on revient à l'hypothèse de Weckstein, dès le départ, c'est que lui, il était au lit du malade. On observe le patient dès le départ parce que dans un processus d'idéation et de recherche en drug discovery, il est intéressant d'avoir dès le départ ce que l'on veut au final. Et quand je travaille avec les gens au niveau de la R&D, là, chez Servier, qu'on travaille ensemble, une des premières questions qu'on leur pose, c'est qui voulez-vous traiter? Ce n'est pas quelle est la cible qui vous intéresse, c'est qui voulez-vous traiter? Et de cette façon-là, on peut construire l'ensemble de ce dont on a besoin pour avancer. Et on ne traitera pas un cancéreux comme on traitera un hypertendu. Donc il est nécessaire de se poser des questions dès le départ en observant les patients, en comprenant ce qu'il en est au niveau des phénotypes. Là, on a un travail très important à faire, de reclassifier les phénotypes que l'on comprend, d'utiliser les technologies actuelles pour apprécier les phénotypes au niveau des patients et bien sûr d'intégrer tout cela dans une Therapeutic Innovation Network, une façon nouvelle de découvrir des médicaments. C'est revenir au départ. Hein. Et, il y a quelques années, Claude Bernard, il l'avait très bien écrit. Voilà, donc c'est se poser des questions qui sont très, très sensées en fait. Et revenir à ce que l'on sait sur l'expérimental, l'observation et qu'est-ce qui fait que l'on peut amener des nouvelles connaissances. La troisième nécessité pour arriver à amener des nouveaux produits, c'est notre capacité à valider nos idées. Je ne reviens pas sur le point qu'a mentionné Jacques sur la capacité à reproduire ce qui est fait dans différents labos. On pourrait y passer plusieurs minutes dessus, faire une conférence là-dessus, sur l'importance de la reproductibilité ou pas. Bon, Michael Crichton disait qu'en science, ce n'est pas le consensus qui compte. Voilà, donc peu importe. Hein, il faut le savoir, même si on ne reproduit pas, pour moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est important, c'est d'avoir des données solides. Et de comprendre ce que l'on fait. Et là, je vous propose trois pistes. Hein. Comprendre comment une cible, quand on est engagé dans ce que l'on veut découvrir, comment on peut utiliser des modèles différents qui correspondent beaucoup plus à notre vision du but final. Et enfin, comment on peut permettre ces traductions. Donc, c'est comprendre l'engagement d'une cible, c'est faire ce que vous faites. C'est faire de la biologie cellulaire, c'est faire de la compréhension au niveau moléculaire, au niveau le plus intime de ce qu'il en est. Et essayer d'aller voir au niveau le plus complexe. Aujourd'hui, c'est difficile. Obtenir cet assemblage quand on est en haut débit, c'est pas évident. Ça nécessite des approches. Nous, on ne le fait pas en interne. On travaille en partenariat avec des sociétés spécialisées dans ce domaine-là pour avancer, pour essayer d'avoir une compréhension de l'interaction entre une molécule et sa cible, pour essayer d'avoir tous ces éléments-là. Après, il faut arriver à intégrer au niveau des différentes cibles, des réseaux moléculaires, de l'expression, de l'effet au niveau de l'organe. Donc tous ces éléments-là sont à décliner étape par étape. Et oui, c'est ce qui augmente le coût d'une recherche préclinique d'amont. Le deuxième point est d'arriver de générer des modèles qui soient, si possible, cellulaires, et si possible, les plus pertinents ou les plus adaptés par rapport à notre objectif final. Si on connaît bien notre malade, et on voit de plus en plus d'articles qui sortent dans ce domaine-là, si on connaît bien notre malade et qu'à partir des patients, on arrive à décliner des modèles cellulaires, alors on augmente notre chance d'être dans une idée qui sera traduite.
Et on voit l'utilisation, par exemple, de cellules iPS en provenance de malades qui permet d'analyser cela. Il y a des articles qui sortent tous les jours dans ce domaine-là. Et je regardais encore hier en cardiologie ou même en neurosciences sur la prédiction de maladie de Parkinson. Donc il y a des modèles qui arrivent, qui se font. Ce n'est pas la panacée, mais on avance de cette façon-là. L'autre aspect est d'arriver à utiliser ce que nous, on sait plus faire. Notre cerveau, il est plus capable de l'intégrer, utiliser la force de l'analyse informatique. Donc de modéliser et d'arriver à associer les connaissances informatiques et mathématiques à nos connaissances biologiques. Ce qui ajoute des compétences supplémentaires dans notre réseau d'experts du départ. C'est qu'aujourd'hui, la drug discovery se fait avec des physiciens, des mathématiciens, des chimistes, des biologistes, etc. Ces gens ne parlent pas tous le même langage. Donc il est nécessaire de les associer, de faire en sorte qu'ils participent. Ensuite, c'est d'utiliser des approches qui soient pertinentes. En cardiologie, c'est connu. On sait qu'on a des modèles qui permettent de mesurer au niveau d'un animal une fonction. On sait qu'on a des approches qui permettent d'identifier, de se dire on aura une prédictivité qui sera bonne. D'ailleurs, le pourcentage de produits qui ont des succès en cardiologie est supérieur par rapport aux autres domaines thérapeutiques. En neurosciences, c'est beaucoup plus difficile. Sauf dans ce cadre-là où certains modèles, si vous voulez, j'ai une petite vidéo qui vous le montre, on arrive à faire une reconnaissance d'objets chez le rat où il arrive à voir très très bien s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas, et donc à visualiser la mémoire avec le même test qui est fait chez l'homme. Donc là, on a des approches qui sont très translationnelles, comme on dit aujourd'hui, qui permettent d'avoir une correspondance entre l'animal et l'homme. Bien sûr, au final, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc la validation finale d'une hypothèse, elle est en clinique. Tout ce qui est fait en préclinique, c'est d'augmenter les chances d'arriver à valider au final. Mais la validation finale, encore une fois, elle est en clinique. Et ça, c'est l'étape indispensable. Je n'arrive plus à dire si c'est en phase 2, en phase 3 ou... Quand on voit le taux d'échec des médicaments anti-Alzheimer, ils tombent tous en phase 3. Donc une phase 2 n'est pas prédictive. Mais la validation finale, elle est de toute façon au niveau du malade quand on a ces éléments-là. C'est-à-dire quand on sait quel est le patient, quand on arrive à définir quelle est l'indication et quand on arrive à dire quel est l'avantage, le bénéfice que l'on apporte par rapport à ce qui existe. Or, on est bien traité. Donc le bénéfice à apporter est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Donc ça, c'est les trois premiers éléments et qui vous montrent, je vais peut-être passer là-dessus, sur notre capacité à valider, qui démontrent qu'on a besoin de travailler ensemble et d'investir lourdement, ce qui n'est peut-être pas assez fait dans la recherche industrielle, d'investir lourdement sur ces phases précoces, sur les phases qui sont celles dans lesquelles les ITMO sont engagés. Le quatrième point, c'est d'arriver à intégrer tout cela. Toutes ces données, elles peuvent être vues en silo. Si on les voit en silo, c'est sûr qu'on laisse passer des choses. Donc il est nécessaire d'arriver à intégrer non seulement les données, mais ceux qui les produisent. Une donnée séparée de la personne qui l'a produite n'a aucune valeur. Donc il est nécessaire d'arriver à intégrer tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que l'information, la connaissance, c'est un management de la connaissance qui doit être amélioré. Les outils informatiques vont nous aider pour intégrer au mieux la connaissance. De grands programmes français ou européens sont en cours pour essayer de faire en sorte de définir comment on arrive à intégrer ces données et les personnes qui y sont associées pour arriver à générer une connaissance. Mais c'est ce qui est nécessaire, d'intégrer différentes expertises, différents types de données. Je vous passe tous les détails au niveau de la complexité dans la compatibilité des bases de données, dans la compatibilité des langages informatiques qui doivent se comprendre, dans tous ces types de compatibilités qui sont complexes. Aujourd'hui, je ne crois pas que le problème majeur soit au niveau du stockage des données. J'ai appris qu'on avait ce qu'il fallait pour les stocker. En revanche, il y a un problème dans le flux des données, comment on les passe d'un endroit à un autre, comment on arrive à les analyser, à les faire interpréter. Donc il faut revoir un peu cette façon de procéder.
le process qui est illustré par Jacques, qui est illustré dans tous les articles que vous voyez, qui est celui-ci, je pense qu'il faut petit à petit changer pour passer à un autre. Et si on a des messages à garder, c'est d'encourager ça, de travailler ensemble. Travailler ensemble de cette façon-là. Et là, j'ai aucune idée de savoir qui est primordial par rapport à l'autre. D'arriver à développer de nouveaux concepts, et ça, on y arrivera si on partage. Si on partage ce que l'on connaît, si on partage des idées, et non pas partager ce que l'on a déjà fait. Parce que ça, bien souvent, c'est trop tard. Mais essayer de partager en amont ce que l'on a envie de réaliser. D'améliorer la validation, la prédictibilité de ce que l'on est en train de faire, et de, bien sûr, changer l'information, comment elle est générée. Donc, si on arrive à passer à cela, on reviendra à des choses très connues, très établies, et on arrivera à être beaucoup plus en ligne avec ce genre d'illustration où chacun peut décrire l'objet qu'il a à sa manière. Et je pense que vous connaissez l'histoire des moines qui examinent un éléphant. C'est l'empereur qui demande à des moines aveugles de lui décrire un éléphant. Comme ils sont aveugles, ils ont chacun accès à ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire le toucher, et ils décrivent ce qu'ils touchent. Il y en a un qui décrit un éléphant comme une brosse à cheveux. Voilà, c'est normal, il n'a que ça. Pour un autre, c'est une montagne que l'on ne peut pas augmenter. La Drug Discovery, c'est un peu ça. Chacun dans son coin, on décrit ce qu'on veut, on valide son idée, on a un test cellulaire, on est content, on l'a validé. Ça n'a rien à voir avec le malade au final, mais il faudrait qu'on soit un petit peu au-delà de cela. Donc, il est nécessaire aujourd'hui d'arriver à avoir des approches intégrées et une innovation collective de manière à améliorer notre processus de découverte. Et de cette manière-là, je pense qu'on arrivera à augmenter un petit peu notre chance de succès en Drug Discovery. Voilà, je vous remercie.